suis sur la présentation. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, comme je ne me sens pas très capable de faire la présentation en espagnol, je vais la faire en français. J'espère que le traducteur fonctionnera bien. Donc, ce soir, je me propose de vous parler d'orchidées terrestres. Alors, un peu d'orchidées françaises et particulièrement d'orchidées du sud-ouest de la France. Voilà, donc là, vous en avez trois en présentation. Un Anacanthis, un Ophrys et un Serapia. Donc, je reviendrai dessus un peu plus tard. Siguiente, por favor. Yo le puse de mi cosecha un poco, no sé si es realmente ese el vino o no. Ah, sí, creo que es el vino del que hablamos. El Sauternes. Sauternes. Donc, je m'appelle Cédric, je vis dans le sud-ouest de la France. Donc, je vous ai représenté la France, la région d'où je viens, qui est la Nouvelle-Aquitaine. Dans cette région, il y a plusieurs départements, et moi, je viens du département de la Gironde. Et dans la Gironde, j'habite du côté de Langon, donc je l'ai cerclé en rouge. Et le cercle en bleu correspond à la zone où j'herborise et je vais me promener pour rechercher des orchidées, pour les photographier, et puis pour aussi récupérer des semences et en faire des semis. Mais ça, c'est un autre chapitre. Donc, o sea, tú vives, ¿cuánto se llama? En el círculo rojo, aproximadamente ahí en ese punto, ¿no? Sí, una ciudad que se llama Langon. 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 Y es una ciudad, ¿cuántos habitantes tendrá más o menos? Oh, ¿sabes? 10.000. 10.000. Ah, 10.000, ya, súper chiquitito, un pueblito casi. Una ciudad de talla media. Ya, ya, perfecto. Donc, l'Aquitaine, d'une manière générale, et la Gironde en particulier, et la zone où je vis, c'est une zone où on produit donc beaucoup de vins, donc les fameux vins de Bordeaux, donc tous les médocs, les graves. On y produit aussi un vin blanc doux très renommé, donc qui s'appelle le Sauternes. Je crois que Evaldo vous en a mis une photo, a rajouté une photo sur la présentation. Sauternes, por lo menos vi otro Sauternes y costaba algo así como $50 ese vino. Sí. Así que como puede ser más. Un poco caro. Puede ser más. Claro. Pero debe ser muy rico. Oui. Donc, dans cette région, on y produit aussi beaucoup de tomates, beaucoup de pommes, beaucoup d'asperges, et la culture qui prédomine, surtout au sud de l'endroit où j'habite, c'est le pin. Donc, on y cultive énormément de pin. On a là la plus grande forêt d'Europe, et notamment la plus grande forêt d'Europe plantée. O sea, si entiendo bien, tú me dices que se cultivan, ¿cuántos se llaman? Tomates Sí. y papas, ¿entendí? Maíz. Manzanas. Manzanas. Ya. Manzanas, sí. Ahí dice, espárragos, pinos marítimos. Sí, todo eso. Pero esos pinos marítimos son ¿para qué los usan? No comprendo. ¿Para qué los utilizan los pinos marítimos eso? ¿Tienen cultivos de eso? Oui, alors on l'utilise, c'est compliqué, mais essentiellement pour la construction. Ah, para la construcción, ya, perfecto.
Voilà. Donc, siguiente, por favor. Donc voilà l'orchidée qui est l'emblème de toutes nos orchidées en Europe, donc forcément en France et forcément en Nouvelle-Aquitaine. Donc le sabot de Vénus. Je crois savoir que vous avez aussi en Amérique du Sud 3 sabots de Vénus. Donc si je ne me trompe pas, c'est le Cypripedium irapeanum, Cypripedium molle et Cypripedium dickinsonianum. Et là, l'espèce dont je parle, c'est Cypripedium calceolus. Donc il y a une légende qui est très très intéressante à propos de ce sabot de Vénus, qui veut que Vénus, justement, était un jour en train de chasser. Elle s'est fait surprendre par un berger. Et ce berger lui courait après. En voulant s'échapper, Vénus a perdu une chaussure. Le berger a voulu ramasser cette chaussure et au moment où il a voulu ramasser, ramasser cette fleur, non, cette chaussure, excusez-moi, et au moment où il a voulu ramasser la chaussure, elle a disparu et à la place, il y a cette fleur qui est poussée. Donc c'est la légende qui est attachée à cette plante. Alors malheureusement, c'est une plante qui aujourd'hui est totalement protégée parce qu'elle est en voie de disparition, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop cueillie. Et pour l'anecdote, donc moi je vais la voir à la frontière espagnole. Et à la frontière espagnole, c'est une plante, il faut imaginer, il y a 2 gardes civils qui sont alloués à sa protection à l'année. C'est-à-dire on ne peut pas visiter la station sans être accompagné. Voilà, on en arrive à ce point pour cette plante. Pero no hay ninguna forma o sea, evidentemente está muy protegida porque quedan pocos individuos. ¿Hay alguna forma de obtenerla, de tenerla? Alors, obtenerla casi imposible, detenerla sí, porque hay viveros que la venden. Ah, hay viveros que la venden. Sí. En España y en Alemania, creo. Me parece. Ya, perfecto. Siguiente. Ya. Donc là, j'ai voulu vous présenter, donc sur les 3 diapositives qui vont suivre, donc non seulement des genres d'orchidées qui sont monospécifiques, mais en plus qui sont un peu le Graal de tous les orchidophiles européens. Donc la première, c'est l'Herminium monorchis, qui est une petite orchidée qui pousse en montagne uniquement en France, donc qui est très difficile à voir. Par contre, on la repère assez facilement parce elle sent vraiment une odeur de miel. Donc la deuxième orchidée, c'est le Camorchis alpina, qui pousse aussi, hélas, en montagne uniquement, et qui, lui, est vraiment une très petite orchidée, en général autour de 5 cm, et qui est très difficile à repérer. Par contre, c'est une orchidée qui a une grande capacité de reproduction végétative. Donc, on peut se retrouver avec des grosses touffes. Une fois qu'on en voit une, généralement, on peut en voir beaucoup d'autres. Ya, pero tú dices que es complicado para, ¿cuánto se llama? Manejarla porque es muy pequeña. ¿Esa es la razón? Si. Ah. Si. No más de 5 centímetros. 5 centímetros. Ah, pequeñísimo. Sí. Pero bellísima. Bellísima. Sí. Ya, porque ahí no se ve la flor todavía. ¿Perdón? No se ve la flor en la foto. Ah, es la... Alors, Está solamente en los primordios florales. Non, c'est vraiment la fleur, mais moi, je ne l'ai jamais vue. Donc ça, c'est vraiment une photo que j'ai trouvée sur Internet. C'est la meilleure. Elle est aussi apparemment très difficile à photographier. Donc c'est le mieux que je peux vous proposer. Ya.
La troisième, donc le Leucorchis albida, qui lui est un peu moins rare, malgré tout. Non, Anthès, merci. Donc je parle de la troisième orchidée, troisième photo. Donc le Leucorchis albida, qui est un peu moins rare que les autres, qui est une fleur qui est autogame optionnellement et qui attire les petits papillons. C'est aussi une de celles que moi je trouve les plus jolies, mais bon, après ça c'est un goût personnel. Et la quatrième, c'est le Goudiera repens. Alors elle, c'est une orchidée qui est complètement inféodée aux forêts de conifères. Et donc, comme les forêts de conifères, notamment de conifères plantés, grandissent en France, c'est une espèce qui, il y a encore une vingtaine d'années, était relativement rare et aujourd'hui qui est de moins en moins rare parce qu'avec l'expansion des forêts de conifères, elle fait sa propre expansion. Suivante, siguiente. Esos mismos pinos que me decías tú son los que se plantan y en el fondo hacen desaparecer estas orquídeas, ¿no es cierto? No, son otros pinos. Ya. Lo que te pediría, Cedric, es que vayas un poquito más despacio, más lento. ¿Te acuerdas que te dije? Je vais essayer de parler un peu plus lentement. Oui, merci. Donc là, on a une série de 3 orchidées. Alors la première, Corallorhiza trifida, qui est une orchidée qui, elle, pousse, voilà, celle-là, merci, qui est une orchidée qui pousse en forêt. Et elle a la particularité de dépendre et d'un champignon et d'un arbre. C'est-à-dire que c'est une orchidée qu'on appelle de ménage à 3. Donc elle a besoin d'un champignon et ce champignon, lui, il est forcément rattaché à un arbre. C'est toujours un champignon qui pousse sur les racines d'un arbre. Donc s'il n'y a pas d'arbre, cette orchidée n'existe pas. O sea, si entiendo bien, ¿crece en conjunto o sobre el champiñón? Alors, ¿Encima del champiñón o en el mismo espacio? el hongo crece sobre las raíces de un árbol. Ya. Alors, generalmente un roble. Un roble, ya. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Y esta orquídea crece, está germinada y crece con el hongo que es en relación con el árbol, con las raíces del árbol. Ya. O sea, tiene una asociación ahí, una Sí, simbiosis. ¿comprendes? Sí, claro, una simbiosis Sí. con las raíces del árbol. Sí, es una simbiosis, pero una simbiosis obligatoria. Ah, mira. Et donc, cette symbiose obligatoire, c'est aussi le cas pour la troisième orchidée sur la photo, donc l'Epipogium aphyllum, qui est une orchidée qui est très, très difficile à voir, qui pousse dans les forêts plutôt sombres et matures. Et donc, nous, en Europe, on a une espèce, on a cette espèce-là, mais il existe une seconde espèce au Japon. Alors, je ne connais plus le nom d'espèce, mais qui est un autre Epipogium. Et enfin, la troisième photo, qui est une orchidée de montagne, qui est une Trosteinera, donc ici la Trosteinera globosa, et qui, elle, a la particularité d'attirer les insectes en faisant ce qu'on appelle du mimétisme floral, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une fleur qui est nectarifère, mais elle sans l'être. Sí, se parece a la flor del ajo, sí, claro. Sí, Solo que la flor del ajo normalmente creo yo, o la que he visto, es blanca. Sí, sí. Sí. Pero tenemos en Francia un ajo de este color.
Pero es ornamental ese ajo, creo, ¿no? Pardon? Es ornamental ese ajo, Non, non, ¿no? non, ¿Es de non, comer? non. Alors, se puede comer y sobre todo es un ajo nativo. Ah, perfecto. Ya. O sea, perfectamente ahí lo puedes confundir. Sí, Mm. c'est d'ailleurs sur ça que joue cette fleur pour sa pollinisation. Siguiente, por favor. Donc là, je termine le triptyque des genres monospécifiques. Et donc là, on a ce que moi j'appellerais les orchidées qui sont en France, qui peuvent être considérées comme des orchidées épiphytes, parce qu'elles poussent, donc les deux qui sont ici représentés, elles poussent sur de la sphaigne, et elles suivent le cycle de la sphaigne pour pousser. Donc c'est d'ailleurs une des photos que je vous ai mises, que j'ai cerclé de noir pour vous montrer le pseudobulbe qui est très bien adapté à la croissance annuelle de la sphaigne. Donc ça, ce sont des orchidées qui sont, encore une fois, relativement rares. Le Liparis loiseli, par exemple, il était encore présent au siècle dernier dans le département où j'habite. Aujourd'hui, il en a priori complètement disparu. Et Son muy pequeñas, ¿no es cierto? alors, le Liparis, à peu près une dizaine, 10 à 15 cm de haut. 15 centímetros, ¿ya? Si, et la Marbilla, entre 7 et 10 cm de haut. Ya. Et donc, ce sont par définition, du fait de leur mode de croissance, donc ce sont des orchidées qui poussent dans des milieux très, très humides. Et aujourd'hui, comme l'agriculture généralement draine tous ces milieux-là, donc ce sont des orchidées qui sont en voie d'extinction, tout simplement. Siguiente, por favor. Sí. Donc là, je vous ai fait un petit chapitre sur les orchidées sans chlorophylle. Donc, les fameuses orchidées dont je parlais qui font ménage à trois, donc qui ont forcément un champignon qui les aide dans leur croissance. Et ce champignon est forcément relié aux racines d'un arbre. Donc, sur la gauche, vous avez le Limodorum. Alors là, je ne vous ai pas mis le nom d'espèce, c'est un oubli de ma part, pardon. C'est le Limodorum abortivum, qui fait de très, très jolies fleurs violettes. Et lui, qui peut être une très grande orchidée, c'est-à-dire que les individus font entre 50 et 1 mètre de haut. Donc, c'est une orchidée généralement... Pardon? ¿Tienes de esas? Sí, de todas estas que nos estás nombrando. Sí. Bueno, después quizás te debería haber preguntado cuáles son las que tú tienes en tu poder o cuáles cultivas. ¿Muchas de estas? Non. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore abordé celles que je possède ou celles que je cultive. Donc, on va y arriver, mais un tout petit peu plus tard. Celles-là, par exemple, qui sont en relation avec donc un champignon qui lui-même est en relation avec un arbre, à ce stade, elles sont incultivables. Puisqu'il faudrait, enfin, je parle in vitro, puisqu'il faudrait être capable de cultiver à la fois et le champignon et l'arbre. Et pour le moment, in vitro, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est des orchidées qu'on peut voir, que moi je vois personnellement, mais que je ne peux pas cultiver. Siguiente. Algo entendí. Et donc là, maintenant, je vais vous parler des orchidées
un peu plus fréquentes, mais du moins que moi je vois plus fréquemment, qui sont aussi généralement plus présentes dans les biotopes, dans l'environnement. Euh, et donc là, on va voir que toutes les orchidées dont je vais vous parler maintenant, elles sont essentiellement inféodées à deux milieux, et deux milieux qui sont en relation avec leur caractère thermophile. Donc là, en photographie, je vous ai mis le Spiranthe spiralis. Spiranthe, je crois que c'est un genre que vous possédez en Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Mais vous l'appelez, je crois, Dichromanthus. Donc normalement, ce sont je crois que ce sont des genres apparentés. Et l'autre que je vous ai mis, c'est une Gymnadenia, qui est une orchidée de montagne, que je trouve aussi très jolie et que j'ai eu l'occasion de voir une fois. Et elle, donc la Gymnadenia de montagne, c'est une orchidée qui produit du nectar. Donc elle est très souvent très bien pollinisée parce qu'elle attire énormément d'insectes du fait de sa production de nectar. Esta orquídea es como, ¿cuánto se llama? Como una orquídea de otoño, podría decirse, ¿no? Le spiranthe, oui, c'est une orchidée qui pousse en septembre. Alors, c'est ce que j'explique, oui, dans le commentaire que je vous ai mis. En France, notamment dans ma région, on a un régime des pluies qui se répartit sur deux saisons. Donc, l'hiver et surtout le début du printemps et l'automne. Donc, toutes les orchidées poussent au printemps, sauf le Spiranthe spiralis qui, lui, pousse en septembre, donc au moment où les pluies reviennent en automne, à la fin de l'été et au début d'automne. Del otoño, ya. Sí. Siguiente, por favor. Donc là, je vous ai fait une présentation donc, des orchidées de la Nouvelle-Aquitaine. Et en vis-à-vis, je vous ai donné les orchidées que moi je vois fréquemment et que je photographie récemment. Et je vous les ai nommées pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'orchidées que je vois, du nombre d'orchidées potentielles que je pourrais cultiver et du nombre d'orchidées que j'aimerais. Hay harto por cultivar. Ça fait beaucoup. Et du nombre d'orchidées que j'aimerais posséder. Donc là, ¿Cuántas de estas más o menos tienes o has intentado cultivar? Alors, he intentado cultivar entre las orquídeas francesas y las orquídeas de otros países. Sí. Creo un poco de 100. ¿100? Sí, 100. Oh, harto. Oh, mucho. Sí, pero con mucho fracaso, desafortunadamente. O sea, me imagino que repiten los protocolos y aún así no funciona. Non, alors les protocoles fonctionnent. Les protocoles permettent de faire germer à peu près, je dirais, une quarantaine d'orchidées jusqu'à présent. Là où ça fonctionne mal, c'est la sortie de flacon. La sortie de flacon est très, très difficile. J'ai compris que Marielle, tout à l'heure, avait eu quelques problèmes avec des sorties de flacons. Et je crois qu'on a les mêmes problèmes avec les orchidées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de casses en sortie de flacon. Algo te entendí. ¿Hay una que es especialmente complicada, me decías? Une orchidée dans celle que j'ai nommée là, ici, qui est particulièrement compliquée? Sí.
Oui, alors une qui est compliquée, par exemple, à faire germer et que je vais montrer un tout petit peu plus tard là, dans ma présentation, c'est l'Orchis purpurea. Orquís, Orchis purpurea. purpúrea. Si. Esa es complicada. Oui, très difficile à faire germer. En comparaison, une qui est très facile, Gymnadenia conopsea. Je vais aussi la montrer après dans la fin de ma présentation. ¿Cuál es la montea? Gymnadenia conopsea. Ah, ya. La cuarta que aparece ahí, la conopsea. Si. La gymnadenia Gymnadenia conopsea. conopsea. Ese es fácil, dice tú. Si. Ah, perfecto. Siguiente, por favor. Sigamos. Donc là, avec cette photographie, je voulais aborder donc, un des deux milieux préférentiels où on trouve où moi je vois des orchidées, donc qui est la prairie de Foch mésophile. Donc c'est une prairie ici où on fait essentiellement du foin. Donc malheureusement, ce genre de prairie a tendance à disparaître du fait, donc, un, de l'urbanisation et deux, de l'artificialisation des sols pour l'agriculture. C'est typiquement une prairie où on pourrait planter de la vigne ou faire du maïs. Voilà, malheureusement. Donc après, cette typologie de sol peut être plus ou moins humide. Et donc, je vous ai mis sur le document les orchidées qu'on trouve préférentiellement dans ce type de prairie, mais humide, et dans ce même type de prairie, mais moins humide. Et donc, par exemple, vous avez dans le type de prairie humide l'Epipactis palustris. Donc, palustris, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça vient de palustre et qui veut dire beaucoup d'eau. ¿Entiendes? Algo. No, no entiendo todo, pero sí lo que decías al principio de que eso mismo ocurre aquí en Chile con las orquídeas nativas, que la urbanización o la plantación de pinos o muchas de la actividad humana simplemente la va eliminando, digamos. Sí. Y no hay nadie, o por lo menos no hay una institución local, no existe por lo menos, que... Alors, en France, toutes les orchidées, ou presque, sont protégées par la loi. Donc, normalement, elles sont interdites de ramassage, elles sont interdites de destruction et ce qu'on appelle tout ou partie. C'est-à-dire que normalement, même des graines, on n'a pas le droit d'en récupérer. Le problème, c'est que les orchidées sont protégées, sauf en cas d'usage agricole des terres ou en cas d'urbanisation. Donc, comme ce sont les deux O principaux sea, fléaux sí, según entiendo lo que tú estás diciendo, que en Francia las orquídeas están protegidas, si, pero si eso topa con la agricultura o con la urbanización, si, hasta ahí nomás llega la protección, digamos. si, Ya. c'est le problème. Ya, de acuerdo. Siguiente, por favor. Sí. Donc, je vous montrais qu'il y avait des orchidées qui poussaient dans des prairies qui étaient humides, d'autres qui poussaient dans des prairies qui étaient plus ou moins sèches. Il y a des orchidées, bien sûr, qui elles, n'ont pas forcément d'exigences écologiques aussi marquées. Donc là, je vous en ai donné deux exemples. Donc, une très jolie petite orchidée complètement verte, qui est la Neocia ovata.
Et alors, elle a plusieurs particularités. C'est-à-dire qu'elle peut pousser dans quasiment tous les biotopes, toutes les conformations. Par contre, elle n'est même pas, non, excusez-moi, elle n'est même pas inféodée à un champignon. C'est-à-dire que c'est une des rares orchidées européennes et a fortiori françaises qui est capable de germer sans champignons. Tú me estás diciendo que la Neotia ovata Mm. crece sobre un champiñón, está asociada con un hongo. Sí, alors, normalmente crece con un hongo, pero puede crecer sin hongo. Ah, ya, es facultativa entonces. Sí, sí, Así se dice en términos botánicos, o sea, tiene la facultad de crecer o no crecer con él. sí, En el fondo va hacia una especiación, digamos. sí, Está en camino de. sí. Et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qui l'a aidé à avoir une répartition relativement large et être capable de s'adapter à beaucoup de milieux. Et donc la seconde que je vous ai mis en photo, qui est la Dactylorhiza, j'ai pas le nom, Dactylorhiza, pardon? La Dactylorhiza viridie. Viridée, voilà. Parce qu'elle a une couleur, alors sur cette photo, elle a une couleur plus ou moins jaune, mais sa couleur normale, c'est plutôt comme l'orchidée à côté, elle tire plutôt sur le vert. Et elle a la faculté, alors toujours dans des milieux ouverts par contre, mais elle a la faculté de pousser sur des sols qui peuvent être très secs et sur des sols qui peuvent être très humides. Donc on la retrouve souvent dans ces deux milieux-là. Et par contre, ce qui fait la différence sur le fait de la voir fleurir ou qu'elle ne fleurira pas, c'est justement le fait que le régime des pluies va influer beaucoup sur sa croissance à celle-ci. Eso habla de que son capaces de adaptarse, por eso son tan exitosas, digamos. Por eso tenemos tantas orquídeas, porque se acomodan a climas secos, a climas húmedos, un poco dependiendo del año que nos toque. Tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Sí. Siguiente, por favor. Donc voilà la deuxième typologie de terrain dans lequel on trouve dans ma région énormément d'orchidées, donc qui est le coteau calcaire sec typique. Et ça, c'est le paradis des ophrys et des orchis. Enfin, orchis et anacanthis. Mais je vous expliquerai ça un tout petit peu plus tard. Donc là, en illustration, je vous ai mis une ophrys lutea. Donc lutea qui veut dire jaune en latin. Je vous ai mis la Cephalanthère longifolia, qui est une très belle orchidée blanche qui, elle aussi, utilise le mimétisme floral pour se faire polliniser. Ah, et ensuite, je vous ai mis... mimetiza como si fuera... esto de acá arriba, ¿no? Eso de ahí. Si? Se mimetiza como si fuera... Non. Non. Le mimétisme concerne uniquement ici la Cephalanthère longifolia. Ah, esta. Ya. Pour l'ophrys, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Je vais vous expliquer sa reproduction sur une autre diapositive. Et donc, sur les trois photos du bas, je vous ai mis des orchis. Donc, à mon sens, deux des plus beaux orchis que nous possédons en France, que sont l'orchis militaris, parce que le label de la fleur, d'après les personnes qui s'occupent de nomenclature, rappelle un peu la posture d'un militaire, et l'orchis purpurea que vous avez déjà aperçu. Siguiente, por favor.
Voilà. Et donc là, pour terminer, j'ai essayé de faire un petit florilège donc, des orchidées les plus emblématiques, donc les groupes les plus importants. Et dans ces groupes, j'ai essayé de choisir celle qui, à mon sens, était la plus représentative du groupe. Donc chez les Ophrys, c'est l'Ophrys speculum, qu'on appelle aussi Ophrys miroir, à cause de son label bleu qui a des reflets qui font penser un peu à un miroir. Et donc, ce genre-là, la pollinisation, la façon dont se passe la pollinisation, c'est la photo de gauche. Donc, vous voyez vraiment une abeille qui essaye qui essaye de copuler avec le label de cette orchidée. Et donc, en copulant, l'excitation aidant, la tête de l'insecte vient frapper le label de la fleur. Et de cette façon, l'abeille se charge des masses polliniques. Et ensuite, quand elle voit que la pseudocopulation échoue, elle passe sur une autre orchidée de la même espèce. Et donc, avec les pollinies qu'elle a sur la tête, elle va participer à polliniser une fleur, et ainsi de suite, de fleur en fleur, et d'insecte en insecte. Claro, en el fondo, la flor de alguna manera está engañando al insecto, en este caso a las abejas, para que crea que está copulando con una hembra y en el fondo es solamente para polinizar esta orquídea, que es preciosa en todo caso. C'est exactement ça. Merci. Alors, celle-ci, ce genre-là, Serapias, a un mode de pollinisation. Alors, pas uniquement celui-là, mais celui-là fonctionne plutôt bien. Donc, comme on le voit sur la photo principale, il y a un insecte qui est rentré dans la fleur. Et il n'est pas rentré dans la fleur pour la polliniser, il est rentré dans la fleur soit pour passer la nuit, donc ça concerne beaucoup les abeilles solitaires, soit pour s'abriter de la pluie. Et donc, comme au fond de la fleur, il y a les pollinies, après la pluie ou au matin, quand il va ressortir de son abri, généralement, on peut trouver des abeilles qui sont chargées de pollen sur la tête et qui vont aller se balader et ainsi de suite à la tombée de la nuit suivante et qui vont re-rentrer dans une fleur avec le pollen sur la tête et qui vont participer de cette manière-là à polliniser les plantes. Ce genre-là, Serapias, alors là je vous ai mis son représentant, c'est Serapia lingua, puisqu'on voit que le label ressemble vraiment à une langue. Donc ce genre-là est aussi capable d'une propagation végétative importante. Donc c'est ce que je voulais représenter un peu sur la photo de gauche, où on voit un groupe de Serapia, et je peux vous promettre, cette orchidée-là, je l'ai dans la prairie, et dans la prairie, j'ai des taches de cette orchidée. Sur 1 mètre carré, je dois avoir peut-être une centaine ou même plusieurs centaines de plantes. Oh, igual esto no lo había visto antes, o sea, igual la orquídea le está ofreciendo un refugio al insecto. Sí. Y está aprovechando que la polinicen, ¿no? Obviamente. Hay una conveniencia. Sí, sí. ¿Algunas de estas fotos son tuyas, estas fotos? No. Ya. Non, non, non. Alors non, ce ne sont pas mes photos parce que je n'ai pas le matériel photographique pour faire de telles photos, malheureusement. Ya, pero ¿tú lo has visto esto? Oui, ah oui, oui, je le vois là encore récemment. Hier, j'ai pu observer ce phénomène d'abeilles que j'ai vu dans le creux de la fleur, justement, parce qu'il pleuvait, et j'ai vu donc des fleurs
qui présentait des derrières d'abeilles comme ça. Oui. Qué bueno, excelente. ¿Sigo? Si, siguiente. Espérame. Ahí sí. No. Donc, un autre genre qui est assez spectaculaire, Ah, qui est que sont les Imantoglossums. Alors, en France et dans ma région, on a un seul représentant, c'est l'Imantoglossum hircinum. Alors, lui, il a plusieurs caractéristiques amusantes. Donc, c'est une orchidée qui offre du nectar, celle-ci. Donc, elle attire énormément d'insectes. Donc, elle est toujours très bien pollinisée. Par contre, elle aurait tendance à faire fuir les humains parce qu'elle a une odeur de bouc. Et donc, un jour, j'en ai fait l'expérience. J'ai coupé une fleur, je l'ai mis en pot, je l'ai mis dans un pot avec de l'eau. Alors, elle se conserve quelques jours. Par contre, une demi-heure après avoir mis la fleur dans le pot, je ne pouvais plus entrer dans la pièce, tellement l'odeur était forte et désagréable. mm, Et ça, c'est une orchidée qui peut faire, precioso. euh, qui peut atteindre assez facilement 1 mètre de haut. Mm. ¿Sigo? Siguiente. Donc Ah, esta es la voilà, que era complicada, porque si, furia. si, es la orquídea complicada. Si. Donc ça, c'est le genre Orchis. Donc c'est un genre qui est assez bien représenté. Alors, je crois que j'ai mis un genre homologue un peu plus tard dans la série de diapositives, que sont les Anacanthis. Il y a encore 4 ou 5 ans de ça, les Anacanthis et les Orchis étaient rassemblés dans le même genre. Donc aujourd'hui, ils ont fait une séparation. Donc c'était un genre qui avait beaucoup d'individus. Et donc maintenant, comme ils ont scindé le groupe en deux, c'est un genre qui a beaucoup moins d'individus. Donc, Esa te estás, ¿cuánto se llama? Cedric, te estás acelerando un poco, ¿tá? si, Muy si, rápido. si, Pero pardon, lo que te iba a pardon. comentar es que me llamó la atención, aquí como que las tienen como protegidas en cierta forma, así como que las rodearon de un, o es impresión mía nomás, como que de la ¿cómo se llama esto? De la cerca para allá no hay ninguna, como que están protegidas, ¿o no? Alors, si, es una orquídea protegida. Mais c'est une orchidée qui peut être très présente. Par contre, elle a une assez grande spécificité vis-à-vis du champignon qui l'a fait germer. Donc, sur les stations où elle existe, généralement, elle forme de grandes populations. Mais par contre, on ne la trouve pas partout. Et surtout, il y a des endroits où on l'attendrait et elle ne pousse pas. Probablement parce que le champignon est absent, tout simplement. Siguiente. Epipactis. Alors, Epipactis est un genre intéressant parce il y a trois types, il y a vraiment trois grands types d'Epipactis. Donc, il y a à gauche l'Epipactis palustris qui, lui, pousse dans des prairies ouvertes avec le champignon classique, le même type de champignon qui peut faire germer les orchis, par exemple. Au milieu, il y a l'Epipactis éléborine qui, elle, pousse généralement dans des endroits où il y a beaucoup de matière organique en décomposition, parce qu'elle a probablement fait une symbiose avec des champignons qui sont adaptés à vivre dans ces milieux-là. Et la troisième typologie, c'est l'Epipactis mulleri, qui, lui, est typiquement inféodé en forêt et donc qui pousse sur un champignon qui lui-même est en relation avec les racines d'un arbre. Donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et typiquement, les épipactis sont en relation avec les champignons qu'on appelle des truffes. Va protegiendo menos.
Ya, Siguiente. ya. Esa, al parecer como teoría o que va hacia depender más del hongo que como menos clorofila, en qué se basa esa afirmación, digamos? Alors, enfin, de ce que je sais, c'est une généralité sur les plantes. Elles vont toujours vers le fait d'économiser l'énergie. Donc, du coup, aller vers une symbiose de plus en plus proche et forcée avec un champignon, c'est une façon d'économiser l'énergie. Euh, Éviter d'avoir à produire de la chlorophylle et ne pas faire de photosynthèse, c'est aussi une façon d'économiser de l'énergie. Donc, c'est une régression qui paraît logique. Et je sais qu'il y a un institut en Europe qui étudie ce phénomène. Moi, Ah, ya. personnellement, je n'en connais pas plus. Je n'en sais pas plus. ¿Cómo se llama quién está estudiando ese proceso o propone eso? Alors, j'ai pas j'ai plus le nom en tête là. Je te donnerai les informations un peu plus tard, Ya, quand je les retrouverai. ya, pero después, si puedes, igual me interesa, podría ser algo interesante, pero bien, D'accord, mais je te donnerai ça plus tard. Il faut que je le retrouve. Donc voilà le genre Anacanthis, donc qui était avant relié aux orchis. Donc là, vous avez l'Anacanthis Morio, qui est une orchidée que j'ai aussi dans la prairie. Alors, ce n'est pas une photo qui vient de la prairie, mais ça pourrait, puisque c'est une orchidée très commune qui peut pousser aussi en groupe, alors qui ne fait pas de reproduction végétative, mais par contre qui se multiplie très très bien et qui germe très très bien, parce qu'elle n'a pas forcément de spécificité vis-à-vis du champignon. Je pense qu'il y a beaucoup de champignons qui sont capables de la faire germer. Et tout comme les orchis, elles imitent des plantes qui, elles, sont nectarifères, ce qui fait qu'elles leurrent les insectes pollinisateurs comme ça. Siguiente. Neotinea. Alors, Neotinea ustulata, qui est aussi une orchidée que j'ai en prairie, donc qui pousse avec le Serapia lingua et qui pousse avec l'Anacanthis morio. Lui, des connaissances qu'on a sur lui, il a la particularité de n'être pollinisé que par un seul insecte. ya. Donc, c'est le danger de cette orchidée qui est assez bien répartie sur tout le territoire français, mais qui n'est jamais très commune, qui est même plutôt assez rare. Et on pense que c'est lié au fait qu'elle soit inféodée à cet unique insecte. Et donc, quand il disparaît, et notamment, par exemple, quand il y a des populations à côté de zones agricoles et que les insectes déclinent, on a de très grandes chances de voir disparaître cette orchidée. Suivante. Platanthera. Alors, les Platanthera, on va rentrer dans un genre qui attire essentiellement les papillons de nuit du fait de la couleur de la plante. Et aussi, c'est une orchidée qui a la particularité de produire une odeur vanillée et du nectar au moment où tombe la nuit. Donc en journée, généralement, elle n'intéresse pas ou peu les insectes. Par contre, au moment où la soirée arrive, c'est une farandole autour de ces plantes-là. Mm. Donc, ce n'est pas forcément facilement observable, mais c'est le cas. Suivante. Donc, ça, c'est l'autre, on va dire, avec les ophrys, c'est l'autre grand genre où il y a énormément de représentants en termes d'espèces. Et je dirais, Evaldo, que c'est l'orchidée pour débutants. C'est-à-dire que celle-là, tout le monde l'a réussi.
elle est facilement pollinisée, elle a du nectar, donc elle attire énormément d'insectes. Elle n'est pas spécifique vis-à-vis du champignon, donc elle germe très facilement. Et en laboratoire, en culture in vitro, c'est une des orchidées qui est quasiment inratable. ¿La has cultivado tú? Si, Ya. et elle est inratable au point que il y a des orchidophiles, il y a des passionnés qui cultivent des orchidées épiphytes. Et dans leur substrat avec de l'écorce de pin, cette orchidée, enfin, certains représentants de ce genre ont tendance à germer. Ya. ¿Sigo? Suivante. Céphalanthère. Alors, céphalanthère, c'est, à mon sens, avec le sabot de Vénus, une des plus belles orchidées. C'est vraiment sa couleur, celle-là. C'est la Cephalanthera rubra. En France, on a 3 espèces de céphalanthère. Donc, je vous ai mis celle qui était colorée. Les 2 autres sont blanches. Donc ça, ce sont les fameuses orchidées qui poussent en forêt et qui font un ménage à 3. Donc c'est céphalanthère, champignon, arbre. Si vous n'avez pas d'arbre, vous n'aurez pas de céphalanthère, fatalement. Et donc ce sont des orchidées assez rares et qui attirent très peu les insectes puisqu'elles sont sans nectar. Preciosa. Et pour répondre à une question que tu pourrais te poser, elles font partie des orchidées qui ne sont malheureusement à l'heure actuelle pas cultivables. Suivante. Et donc, je terminerai par la Gymnadenia conopsea, qui est une orchidée aussi facile que la Dactylorhiza, avec, on va dire, les mêmes caractéristiques, mais en plus, celle-ci, elle produit une odeur de vanille, notamment la Gymnadenia odoratissima, comme son nom l'indique. Donc, elle produit une odeur de vanille extraordinaire. Donc, de ce fait, elle attire énormément d'insectes, elle est très bien pollinisée, elle est très facile en germination et elle forme de très grandes populations. Et en plus, pour ne rien gâcher, ce sont des orchidées qui peuvent avoir des tailles remarquables. Donc, les plus grandes Gymnadenia que j'ai vues, elles atteignent 70-80 cm. Esta es la que dijiste que era muy fácil de cultivar. Si, Ya, si. ya. Perfecto. Bonita, ¿no? Suivante. Preciosa. Oui, suivante. Donc voilà, ma présentation est terminée. Merci de m'avoir accompagné dans cette présentation. Et encore une fois, désolé si j'ai préféré la faire en français parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention.